Salut les bouseux, aujourd'hui on va parler d'un concept des militantes et militants des luttes radicales progressistes, l'allié. Je pense à ce sujet depuis un moment, réfléchissant notamment sur les contraintes et certains problèmes de l'usage parfois abusif de ce mot, mais aussi évidemment sur les incompréhensions de personnes un petit peu externes à ces sujets politiques, souvent délicats et complexes. On va donc faire ça assez sérieusement et avec nuance. Déjà, je ne suis pas là pour vous expliquer comment être un bon allié. Vous trouverez par exemple des articles de blog ou des vidéos ou des threads sur le sujet réalisés par des personnes concernées. Je vous mets un lien dans la description vers l'article de blog féministe Payeton Relou. Le fait est que lorsque les féministes radicales en parlent de ce concept d'allié, en général, on trouve toujours les mêmes recommandations. Il y a une espèce de consensus sur la question. Toutes les féministes radicales, en tout cas, on y reviendra, sont d'accord pour définir ce qu'est un bon allié, du moins dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qu'un allié ? Dans les luttes, au minimum de gauche radicale, matérialiste, tout ça, comme le féminisme radical, l'antiracisme politique, les sujets LGBT qui ne sont pas d'inclinaison libérale, comme on a pu en parler dans ma vidéo LBM65A. Bref, on a donc régulièrement ce concept d'allié. Si on ne le comprend pas, on ne peut rien comprendre au reste. Je précise aussi que pour des raisons pratiques, je vais parler de l'allié féministe, même si en gros ça marche pour le reste. L'allié, c'est quelqu'un qui n'est pas victime d'une oppression, qui en profite, mais qui est contre et qui va ainsi soutenir les opprimés. Donc, ça nécessite tout d'abord de considérer qu'il y a un système d'oppression, forcément. C'est-à-dire que des gens, en raison de leur appartenance à un certain groupe social et même classe sociale, profitent d'une situation au détriment d'autres. Les militants appellent ça le privilège, mais si on veut être plus rigoureux, on peut parler de domination. Dans le cas du racisme, c'est flagrant avec les discriminations raciales à l'embauche. Parce que si un type noir ou arabe a moins de chances d'être embauché, ça veut dire qu'un type pas noir ou pas arabe a, lui, plus de chances. Forcément, c'est des vases communicants. C'est ça, le privilège blanc, ce n'est pas une nature, c'est une condition sociale. Dans le cas du sexisme, si les femmes s'occupent plus des tâches domestiques, c'est que les hommes s'en occupent moins. Donc, ils ont plus de temps pour eux et pour leur carrière professionnelle, au détriment des femmes, qui sont ainsi objectivement exploitées pour leur force de travail. Il y a un travail féminin qui profite aux hommes, ce qui fait des femmes une classe sociale selon les standards de la gauche. Ainsi, quelqu'un qui profite d'une oppression, qu'il le veuille ou non, ne peut pas se revendiquer contre l'oppression à égalité avec les personnes qui en sont victimes, et ainsi s'unir sous la même étiquette, en l'occurrence féministe. Si vous voulez, c'est un peu comme si un bourgeois, un vrai, avec une usine, des employés, du capital hérité d'une famille noble de marchands d'armes du XIXe siècle, se revendiquait communiste ou syndicaliste et demanderait à faire partie, à égalité, d'une réunion syndicale d'ouvriers. Il y aurait un truc qui cloche, parce que dans la lutte anticapitaliste, le bourgeois, c'est un petit peu l'ennemi, ou en tout cas c'est celui qui est le moteur du système d'oppression capitaliste, et qui en tire tous les bénéfices grâce à l'exploitation des travailleurs, tout ça. Un bourgeois pourrait se revendiquer communiste ou anarchiste ou socialiste, s'il abandonne ses privilèges. Il envoie péter son héritage, il en fait don à un syndicat, j'en sais rien, mais il ne peut pas se revendiquer anticapitaliste tout en profitant directement de l'exploitation des travailleurs. Plus marquant encore que cela, on sait que le bourgeois qui se dit socialiste est dans la pratique en général un traître, un social-démocrate qui, une fois porté par les ouvriers, retournera sa veste pour faire le jeu du capital. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Là-dessus, on est censé être d'accord. Pour les mecs, par exemple, c'est un peu pareil, mais aussi un peu différent. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, qu'on le veuille ou non, on profite de notre statut social. Tu ne peux pas l'abandonner tant que la structure sociale sexiste existe. C'est ce que les féministes radicales appellent le patriarcat. Moi-même, je profite, sans le vouloir, de mon statut, après des années d'insultes de gens de droite mécontents que j'exprime une opinion contradictoire à la leur. On ne m'a jamais menacé de me violer, par exemple. Par contre, des femmes qui s'expriment, elles, subissent une pression plus forte et plus violente que celle que je subis, ce qui peut les faire abandonner ou nuire à la qualité de leur travail. Elles sont aussi jugées plus durement, etc. Et ça, que je le veuille ou non, par l'effet des vases communicants, j'en profite.
Je peux dénoncer cette situation, je peux aussi promouvoir des féministes, même si avec 4000 vues de moyenne, c'est pas moi qui vais être un grand soutien à Valérie Rey-Robert ou Rokhaya Diallo. Mais peu importe, profitant d'une situation, je ne peux pas me permettre de me revendiquer féministe, c'est-à-dire à égalité avec les femmes qui subissent la situation. Car pour lutter contre une inégalité, il faut déjà reconnaître son existence et non pas faire comme si elle n'existait pas. De plus, il y a aussi la question du vécu, de l'expérience. Si vous avez grandi dans une famille aisée, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'avoir des parents qui n'ont plus d'argent dès le 15 du mois. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'avoir des restrictions matérielles vis-à-vis de son avenir, ou aussi de ne pas en avoir, inversement. De ne même pas se concevoir, se projeter dans un avenir meilleur que son présent. Pour être clair, les enfants de prolos ne s'imaginent pas ingénieurs, ils ne savent même pas en quoi ça consiste. Je généralise bien sûr, mais vous voyez l'idée. Ça, c'est le vécu, c'est l'expérience et ça peut pas se comprendre. Ça peut s'imaginer avec des efforts, on peut s'en approcher avec des études, mais on ne peut pas vraiment savoir le vécu social d'un autre. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte et ce qui est impliqué dans cette distinction entre un allié et un ou une opprimée. L'allié n'est pas opprimé, en tout cas pour telle ou telle oppression spécifique. Il ne sait pas ce que c'est, il ne pourra jamais savoir, il ne connaîtra que la théorie. Derrière cette distinction, par exemple, entre la femme féministe et l'homme allié des féministes, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que ça implique, c'est-à-dire les bases du féminisme radical matérialiste. Si vous acceptez pas cette logique, vous ne pourrez rien comprendre à ce que vous racontent les féministes radicales, c'est mort. Et je dis bien comprendre, pas être d'accord. Avant de critiquer, il faut déjà comprendre, sinon c'est de droite. Alors il y a des mecs à qui ça plaît pas. Des mecs qui n'ont pas les bases, des mecs qui sont bien intentionnés, qui considèrent que le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes, et que donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne peuvent pas se revendiquer féministes, vu qu'ils sont pour l'égalité. Et oh là là, les féministes qui veulent pas de moi, c'est pas comme ça que vous allez gagner, vous avez besoin de moi, et en fait c'est du sexisme de rejeter les hommes, et gna gna gna, et moi je fais la vaisselle, et gna gna gna. Bon, déjà, soyez honnêtes. Si vous voulez une étiquette féministe, c'est pour pouvoir l'afficher. Ce n'est pas pour lutter, c'est pour être reconnu comme tel. Ce n'est donc pas un engagement politique, mais c'est la recherche d'un statut. Moi je trouve qu'on s'en bat les couilles. Qu'on me dise que je suis féministe ou que je ne suis pas féministe, ça ne change rien à la réalité de mes engagements et de mes convictions. Quels qu'ils soient, et ça devrait être ça qui vous importe vraiment, et pas une étiquette. Ensuite, ce terme d'allié, c'est un bon moyen de distinguer les féministes radicales et les libérales. Pour les libérales, qui considèrent que le sexisme, c'est des gens méchants ou ignorants, et qu'on soit homme ou femme, on est tous concernés. Les hommes ont autant à y gagner, bref, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de politique, finalement. Donc, ce statut d'allié n'a aucun sens pour les libérales, vu qu'il nécessite de considérer un système d'oppression, de domination. Pour les libérales, il n'y a pas de système d'oppression, mais juste plein d'individus, avec certains qui sont pas gentils. Et on va régler ça en disant que c'est pas bien, et qu'on est tous des êtres humains, on est tous égaux, c'est écrit quelque part. Les féministes radicales, elles, ne veulent pas juste l'égalité, et surtout ne sont pas d'accord sur les méthodes. Déjà, elles ne veulent pas que l'égalité en droit, c'est-à-dire l'égalité formelle, théorique, sur le papier, elles veulent surtout l'égalité réelle et la libération des femmes, la libération de l'oppression, comme le MLF des années 70, mouvement de libération des femmes et pas d'égalitarisation. Et donc là, si on est un mec qui veut bien faire, qui veut soutenir les féministes, on est face à un problème. Parce qu'il y a plusieurs féminismes. Et ces courants ne sont pas toujours très compatibles, ils sont même parfois antagonistes. Pourtant, quand les féministes radicales disent qu'un allié, un bon allié, ne doit pas participer aux divergences d'opinion entre féministes, qu'il ne doit pas avoir d'influence sur l'orientation politique de la lutte, on a un problème. Parce que le simple fait de se revendiquer allié, c'est déjà prendre position, c'est déjà prendre parti, en l'occurrence en faveur des féministes radicales contre les libérales. Vouloir se revendiquer allié, mais pas féministe, c'est déjà ne pas respecter une condition pour être un bon allié. C'est gênant. Personnellement, je ne me revendique même pas allié, pour différentes raisons. Pour notamment ce genre de problèmes logiques et pratiques, mais aussi parce que c'est pas à moi de le dire. Quand je vois des bios sur Twitter avec alliés féministes, alliés LGBT,
Moi, ça me fait doucement rire. Ha ha ha. C'est pas à toi de le dire, ça, hein. Tu peux dire « je veux être un allié », mais tu peux pas dire « je suis un allié », hein. Sinon t'as pas bien compris le principe. Autre problème qui me dérange, c'est que c'est parfois utilisé comme une étiquette qu'on retire plus facilement qu'on ne la colle. C'est-à-dire que des féministes qui ne partagent pas l'intégralité de ma façon de faire ont pu s'en servir en disant « le bouseux c'est pas un allié », alors que j'ai jamais prétendu l'être. C'est-à-dire qu'elles en font un moyen de pression, c'est-à-dire si tu ne fais pas ce que je te demande, tout ce que je te demande, alors je te retire ta validation qu'elle ne m'avait jamais donnée. Bon, c'est pas bien grave, hein, j'ai survécu, je m'en bats un peu les couilles, hein, d'arrobase antipatriarcat du 76, mais c'est chiant parce que ça fait des rumeurs, on passe de faux alliés, agrotoxiques, puis mascu de gauche, crypto-facho, etc. Vous savez comment ça marche. Plus particulièrement lorsqu'on est un homme qui veut s'investir, pour X raisons, on est épié et facilement jugé, et sa parole n'a pas une grande valeur, en tout cas dans les milieux féministes radicaux. Ce que je comprends, je comprends que les féministes se méfient des mecs. On avait pu voir dans LBM 74 que dans les années 70, les féministes radicales avaient laissé des hommes s'organiser dans leur coin pour la lutte féministe. Et grâce aux outils d'analyse apportés par les féministes, ils ont créé le masculinisme, un courant de pensée qui va factuellement à l'encontre du féminisme. Donc déjà rien qu'avec ça, on peut comprendre que les féministes radicales ne veulent pas que les hommes prennent trop de place. Je peux comprendre aussi qu'elles se méfient des hommes qui feraient ça pour un intérêt personnel pas très glorieux. Parce que, par exemple, dans leur milieu politico-social, c'est bien vu de soutenir les féministes et ils vont pas chercher plus loin. Donc il n'y a pas de vraie motivation, ce qui implique qu'il n'y a pas d'investissement dans le fait de se remettre en question et d'apprendre les fondements politiques du féminisme. Que finalement, le féminisme serait une posture morale positive qui apporte du capital social et pas une lutte politique concrète. Évidemment, ces mecs-là sont des boulets, hein. Il y a aussi ceux qui font ça pour coucher. Entre parenthèses, c'est un truc un petit peu chiant, parce que c'est utilisé à la fois par les féministes et par les antiféministes, ces derniers cherchant à discréditer les traîtres à leur sexe. Alors que bon, quand les antiféministes se plaignent de soi-disant plus pouvoir draguer à cause des féministes, ils font ça pour pouvoir coucher, hein. Mais oui, ce genre de mec existe, mais là encore, avec une telle motivation, tu vas pas t'investir, tu vas vite te faire repérer, parce que tu crois pas vraiment au féminisme. Enfin, les féministes sont bien conscientes qu'un allié n'est pas un allié pour des questions de survie, c'est-à-dire qu'il peut se permettre de retourner sa veste quand bon lui semble, quand il considère que son engagement est un peu trop à son désavantage, comme ce fut le cas des masculinistes de la première heure. On peut ainsi dire que les alliés, c'est comme les amis, on les reconnaît dans les situations difficiles. Donc, il faut bien comprendre et accepter la méfiance des féministes. Si vous êtes un homme et que vous voulez soutenir les féministes, c'est des choses à accepter. Elles vont pas vous accueillir la bouche en cœur, elles vont pas vous dire bravo ni merci. Vous allez aussi recevoir des injonctions contradictoires. Et ça aussi, il va falloir faire avec. Il va falloir accepter qu'être un bon allié pour certaines féministes nécessite d'être un mauvais allié pour d'autres. Parce qu'il y a d'autres clivages que les libérales et les radicales, la prostitution, la pornographie, la transidentité et le voile. Normalement, à gauche, on est d'accord que si on ne fait rien face à une situation d'injustice, alors on est du côté de l'oppresseur. Or, le concept d'allié féministe demande à un homme de ne pas prendre position sur les débats internes au féminisme. Et donc, dans certains cas, finalement, d'être apolitique, et ainsi du côté de l'oppresseur. Ce qui n'est pas possible, Si je veux être cohérent avec moi-même, je suis obligé de prendre position sur certains sujets clivants, et ainsi d'orienter la lutte féministe. Une fois sur Twitter, on m'avait dit que dans un cas de clivage, il fallait attendre qu'un consensus émerge des milieux militants. Moi je veux bien, mais je vois mal un consensus émerger sur le sujet de la prostitution, de la transidentité ou du voile. Par contre, il y a des rapports de force et des arguments. J'assume de préférer soutenir les féministes qu'on appelle pro-sexe plutôt que les abolitionnistes par exemple. En effet, je considère que la répression à l'encontre de la prostitution n'est pas une solution et porte atteinte aux personnes qui se prostituent. En effet, la répression sans mesure d'aide en même temps, ce qui est factuellement toujours fait, comme sous Sarkozy, avec des mesures uniquement répressives contre les clients et soutenues par des collectifs abolitionnistes,
Quand t'es féministe et que tu soutiens Sarkozy, faut peut-être se poser des questions, bref. Cette répression fait que les prostituées ont moins de clients, mais doivent toujours se prostituer. Donc elles vont être moins restrictives sur leurs clients, elles vont accepter des clients et des pratiques qu'elles n'auraient pas acceptées autrement, ce qui est nuisible à leurs conditions de vie ou de survie. Or, moi je suis du côté des travailleuses, quel que soit leur outil de travail, ce qui fait de moi un mauvais allié, mais quelqu'un de cohérent avec mes idées. Sur le même principe, les personnes trans ne sont pas une menace pour le féminisme, en tout cas pour le féminisme que je soutiens, c'est-à-dire le féminisme matérialiste, qui ne porte pas de fondamentaux idéologiques qui rendent incompatibles les questions de transidentité. Au contraire même, on ne naît pas femme, on le devient, comme nous disait Simone, à propos de ce qui sera plus tard appelé la construction sociale du genre. Par contre, les questions de la transidentité et de la construction sociale du genre sont une menace pour les féministes différentialistes, c'est-à-dire des féministes essentialistes, qui considèrent qu'il y a une nature féminine. Moi je dis pas qu'il n'y en a pas, je crois même qu'il y en a une. Mais je crois qu'elle n'a pas, ou très peu, d'importance par rapport à la réalité du sexisme qui est culturel et non pas naturel. Sinon, il ne suffirait pas de se déguiser en femme pour se faire harceler sexuellement comme une femme. Pourtant, c'est le cas. Je vous mets un lien dans la description au sujet de ces deux courants féministes, une vidéo de la chaîne Game of Earth que je vous recommande. Bref, par contre, ce féminisme différentialiste, essentialiste et naturalisant est une menace pour les personnes trans, et pas juste leurs idées. Les féministes différentialistes actives contre les trans, qu'on appelle TERF, pour trans-exclusive radicale féministe, utilisent une rhétorique transphobe particulièrement violente qui repose sur des stéréotypes transphobes dangereux qui conduisent notamment à des meurtres. C'est le cas par exemple du trap piège en anglais, c'est un stéréotype transphobe qui prétend que les personnes trans seraient des pièges, qu'elles feraient semblant d'être hommes ou femmes, généralement femmes, ce sont les femmes trans qui sont visées par cette accusation, donc qu'elles feraient semblant pour violer des hommes et des femmes et s'incruster dans les débats féministes et les corrompre de l'intérieur avec la théorie du genre qui nierait la nature des femmes. Ça s'illustre facilement par des blagues qu'on a tous déjà vues, vous savez, le coup du « tu rencontres une femme superbe et en fait tu te rends compte qu'elle a une bite ! En fait c'était un mec ! Ça fait peur ! Une bite ! Ça fait peur une bite !» Bon, évidemment ça n'arrive jamais dans le monde réel, les trans ne sont pas stupides, que leur condition soit une surprise, c'est prendre le risque de se faire casser la gueule ou tuer. Les hommes trans, par contre, vont être accusés par les TERF de faire de la misogynie intériorisée, qu'ils n'accepteraient pas leur nature de femme à cause du sexisme, que la transidentité serait un moyen de fuir le patriarcat en se faisant passer pour un homme. Une théorie limite psychanalytique qui, évidemment, ne repose sur rien, et n'a pas plus de valeur que, par exemple, les théories des homosexuels qui le seraient parce qu'ils auraient manqué d'une figure paternelle solide, ce genre de conneries. Il y a aussi, et plus ou moins avé, le cliché homophobe de l'homosexuel violeur ou violeuse, alors que dans la réalité ce sont les homosexuels qui se font violer pour les punir de leur orientation. C'est toujours les mêmes ficelles, tu inverses la réalité, tu lis dans la tête des gens, tout en défendant la cellule familiale traditionnelle. Or, moi, je suis du côté des personnes trans, et pas des stéréotypes transphobes, mensongers et discriminants, ce qui fait de moi un mauvais allié, mais quelqu'un de cohérent avec mes idées. Alors ces problèmes liés aux différents clivages qui nécessitent à un bon allié d'être un mauvais allié, sans quoi il serait incohérent. Et donc pour être cohérent, tu dois être incohérent, selon le point de vue. Bref, ça veut pas dire que le concept d'allié c'est de la merde. Moi je trouve ça pertinent malgré tout. Mais ça ne doit pas être, je pense, considéré comme quelque chose de très concret, très carré et fixe. C'est une voie à suivre, une direction, une orientation un peu floue et qu'on ne peut pas cadrer de façon claire et objective. Ce qui limite la pertinence de dire qui est un bon allié et qui ne l'est pas, au risque évidemment de relativiser. De plus, on peut zigzaguer, on peut se planter en chemin, c'est comme ça qu'on apprend, on peut être paradoxal ou imparfait, sans pour autant remettre en question la sincérité de son engagement, ni la pertinence de considérer les choses en termes de système de domination avec ce que ça implique comme conséquence politique. Maintenant, pour conclure, si vous êtes une féministe à gros nichons et au pubis velu qui a envie de me sauter, vous pouvez vous signaler dans les commentaires, pour que je vous réponde à quel point ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un garçon facile.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.